Bonjour Hubert. Bonjour Gérard. Hubert, j'ai un grand plaisir à vous accueillir. Je vais dire à t'accueillir parce qu'on se tutoie dans la vie. Ouais. À t'accueillir, donc on est dans ta librairie qui est dans le 14e, pas loin de Montparnasse, qui est rue de la Campagne Première. Et voilà, on est dans un univers où il y a, comme je les adore, c'est-à-dire où il y a des livres de partout. Partout où se pose le regard, il y a des livres. Et c'est ton univers, le livre. Bah, c'est mon univers depuis 35 ans. Enfin, en tout cas, professionnellement. Ouais. Mais c'est mon univers depuis toujours. Et tu as été, avant d'être ici dans une structure en dur, on va dire, tu as été bouquiniste. Ouais, j'étais bouquiniste sur les quais de Seine. Et tu as été parmi ceux qui ont combattu la décision complètement débile qui heureusement a été retoquée, qui était de supprimer les bouquinistes pendant les Jeux Olympiques. Ah bah oui, parce qu'ils m'ont demandé de faire une pétition. J'ai fait la pétition ici sur mon ordi. Et la pétition a fait 200 000 signatures. Ouais. Et tu as eu une exposition médiatique relativement récente, en tout cas il y a 2-3 ans, au moment de la désignation d'une certaine écrivaine par le prix Nobel de littérature. Ouais. Tu as eu droit à des articles dans le monde entier parce que tu refusais de vendre les livres de la dite écrivaine. Ouais. J'avais fait une affichette que j'avais mise sur la vitrine pour faire une photo, pour mettre ça sur les réseaux sociaux, où je refuse. Je dis que ne perdez pas votre temps à me demander si j'ai des livres de Annie Ernaux. Oui, effectivement, c'est Annie Ernaux. J'avais pas cité son nom. Ouais. Mais je veux dire, voilà, perdez pas votre temps, mais il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de livres d'auteurs antisémites, islamo-gauchistes, etc. Oui, curieusement, oui, ça fait le tour du monde, je sais pas pourquoi. Alors ça, c'est pour les gens qui te suivent sur Facebook, c'est un credo assez régulier chez toi. Tu es un pourfendeur de tout ce qui est effectivement islamo-gauchiste, antisémite, etc. On précise que tu es juif d'origine tunisienne. Non, algérienne. Algérienne. Ouais. Et que bon, faut pas t'emmerder avec ces questions-là. Ouais, mais il y a plusieurs raisons à ça. C'est que j'ai une profonde détestation de ce milieu gauchiste, islamo-gauchiste, comme on dit maintenant, parce que c'est la gauche a trahi. Moi, j'étais de gauche avant. Ouais, t'étais quelqu'un de gauche. Ouais, j'étais de gauche, j'étais même encarté au PS. Ouais. Pendant 10 ans. Et alors, c'est ça qui t'a fait changer, Ouais, parce qu'ils ont trahi. Ils ont trahi, puis ils font... Enfin, ce qu'ils font, on le sait, tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Ils font de l'électoralisme avec les banlieues bien malfamées. Ouais. Voilà, bon, ils font ça. Ils alors, ont trouvé un nouvel électorat dans ces banlieues. Mais alors, tu avais du mérite d'être à gauche, puisque on peut dire tes références et ceux que tu as connus dans ta vraie vie, c'était Romain Gary et c'était Joseph Kessel, qui tous les deux étaient gaullistes. Ah, gaulliste, ouais. Voilà. Pas gauchiste. Et donc tu aurais pu être gaulliste, voire gaulliste de gauche, puisque ouais, mais il y avait des gaullistes de gauche. J'ai une certaine sympathie pour De Gaulle. Ouais. Ouais. C'est quand même l'homme d'État quasi parfait. Ouais. Mais le fait que tu aies été algérien et que donc forcément je sais pas, t'es né en Algérie ou tu es né en France? Moi je suis né en Algérie, mais j'ai pas connu l'Algérie, moi. Je suis parti, quand mes parents sont partis, j'avais 2 ans. Et dans ta famille, il n'y avait pas de ressentiment sur entre guillemets, la trahison de Gaulle, c'est-à-dire le retournement, je vous ai compris, puis après... Je suis pas sûr que ce soit une trahison. De Gaulle voulait décoloniser. Il voulait se débarrasser de l'Algérie, hein, de toute façon. Ouais. Mais je pense qu'il a eu raison. Alors comment on décrirait, on dirait à quelqu'un qui ne connaît pas Hubert Boukhara, au-delà du fait que tu as été donc bouquiniste et aujourd'hui libraire, libraire de livres anciens, hein, c'est-à-dire pas de livres... pas de livres neufs. Pas de livres neufs. Non. Comment tu te décrirais? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? Tu as eu plusieurs vies. Bon, c'est un pensif de journaliste, hein, en général on dit de quelqu'un, souvent au crépuscule de sa vie, on dit il a eu plusieurs vies, ou alors il a eu 1000 vies. Mais toi, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ton parcours? Bah, j'ai réalisé un rêve. Ouais. Moi, je voulais être libraire. De tout temps? De tout temps, quand j'avais 14-15 ans. Je
pense que à peu près, ouais, je pense que c'est ça. À cette période, je voulais déjà être libraire. Tu avais une passion pour les livres. Ouais, mais j'étais lecteur. J'étais un lecteur précoce. Et tu avais une passion pour les livres avec un côté aussi bibliophile ou pas du tout? Non, au départ, non. Moi, Mm. je voulais c'était vivre dans un univers avec des livres. D'accord, Bon, après, ça s'est fait comme ça, c'est très bien. Mais d'accord. voilà, mais moi, ce que je voulais, c'était être libraire. Mm. Donc, ça n'a pas été toujours le cas. Parce que avant de faire ce métier, j'étais aux antipodes de ça. J'étais ingénieur en électronique. Ah oui, rien à voir, oui. Rien à voir. Mm. Et voilà, comme quoi, l'adage qui dit que toutes les routes amènent à Rome, Ouais, voilà, ça mène aussi à la librairie. exactement. Donc j'ai réalisé un rêve de gosse. C'est ça. Et bon, maintenant, ça fait 35 ans que je fais ce métier. Là, je pense que ça va bientôt s'arrêter. Parce que j'ai l'âge de profiter Un peu de la vie. de la vie, de la retraite, quoi. Enfin, Mhm. disons-le, de Mhm. la retraite. Donc oui, ça va pas tarder. Je pense que c'est bien. Je pense que Mhm. ouais, ça me conviendrait de toute façon. J'ai fait le tour de la question. 35 ans de librairie, j'ai fait le tour, c'est bon. Et alors rappelle-nous dans quelles circonstances tu as pu fréquenter régulièrement Romain Gary et Joseph Alors, Kessel. c'était surtout Joseph Kessel. Ouais, Romain Gary, ça aussi, mais c'est grâce à Kessel. Mais moi, c'était surtout Joseph Kessel. Bah, je l'ai rencontré parce que je voulais le rencontrer. Donc, ça s'est fait parce que j'ai décidé de lui écrire. Mais au lieu de lui écrire une lettre, même longue, ça servait à rien parce qu'on n'a pas l'espace de dire beaucoup de choses. Même une lettre de 10 pages, on ne dit pas grand-chose. Donc j'ai préféré faire autrement, c'est-à-dire que j'ai écrit dans des cahiers d'écoliers, dans des grands formats. Et je parlais de lui au travers de ses livres. Donc j'ai dû reprendre tous les livres que j'avais lus à l'époque, qui étaient déjà beaucoup, parce que j'avais lu à peu près les 2/3 de l'œuvre, disons une 60aine de titres à peu près. Mhm. Et donc je faisais une analyse de chacun de ces livres dans la chronologie de parution. Ce qui était plus judicieux. C'est ce que tu as fait d'ailleurs récemment. Il y a un livre de toi où tu analyses des Ouais, des un livre de chronique où effectivement, sur lui et Gary d'ailleurs. entre autres, mais il y a plein Il d'autres. n'y a pas d'autres Il y a plein plein d'autres d'autres écrivains. auteurs. Ouais. Mais voilà, donc j'ai fait ce travail. Et donc tu continues d'ailleurs à le fréquenter puisque tu vas régulièrement lui rendre visite sur sa tombe au Alors cimetière. j'y vais ouais, quand il fait pas trop froid. Là, j'y vais pas parce que franchement, il fait trop froid. Mhm. Mais j'y vais parce que c'est tout à côté. Ah ouais. C'est là, c'est juste derrière là. Et Gary alors? Alors Gary, je l'ai connu parce que c'est un ami de Kessel. D'accord. Alors bon, Gary, mais pas que, il y avait des tas d'autres personnes, un type comme Louis Noussera, qui était un niçois, Ouais. mais parisien aussi, bon, mais entre Un autres, cycliste un cycliste, ouais, et qui exactement. aimait les chats. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement ça. Ouais. Mais il y avait aussi tout le milieu autour de Brassens. René Fallet. René Fallet, Brassens, Blondin, Ouais. Alphonse Boudard, etc. Donc tous ces gens qui étaient ça tournait, ça orbitait autour de Kessel. Mm. Donc moi, si je les ai connus, c'est parce que j'étais avec Kessel. Si j'étais pas avec Kessel, j'aurais connu personne. D'accord. Voilà, c'est clair. Mais récemment, il y a une photo de toi sur les réseaux sociaux où on te voit tout jeune. On a du mal d'ailleurs à te reconnaître, à voir Ouais. que c'est toi. Et je crois que tu es avec des chanteurs, il me semble. Non, c'était avec l'équipe des Brigades du Tigre. Exactement. Ouais. Pardon, c'est pas des chanteurs, c'est Ouais, les acteurs. C'était les acteurs de... Enfin, deux des acteurs des Brigades du Tigre. Ouais, c'était les Les acteurs deux des... moustachus là. Les deux. Ouais, des Brigades du Tigre. Ouais. Ouais. Ouais, C'était mes copains. d'accord. Alors c'est une autre histoire. Ouais. Ça n'a pas de lien avec Kessel. Non, mais tu as eu plusieurs vies, comme j'ai dit. Voilà. Donc, En parallèle. C'est des gens que j'ai connus assez tôt. Et on est devenus copains. Donc, ouais, souvent on allait dans des restos. C'était un peu la fiesta. Bon, voilà. Ça mangeait, ça buvait. Ouais. Alors on pourrait parler des heures avec toi, parce que on pourrait enregistrer des heures et des heures d'entretien. Mais on va attaquer le questionnaire du bonheur, c'est les autres. Ah, oui. Celui que je pose à l'ensemble de mes témoins. Alors, si je te demande comme ça spontanément, première question, la question générale, quelle définition tu donnes au bonheur? C'est quoi pour toi le bonheur? Ah, le bonheur, pour moi, c'est lié à l'oisiveté. C'est ne rien faire. C'est quelque chose de très difficile à faire, l'oisiveté. Les gens ne savent pas s'arrêter. Moi, j'ai appris à le faire
Donc je m'arrête, il y a des moments où je m'arrête complètement Alors il faut que ça soit dans un contexte bien particulier. Donc moi c'est la forêt. Ouais. C'est pas le fait de ne rien faire. C'est pas Fargue ni c'est pas de la Fargue ni Alexandre le Bienheureux. Tu t'es pas aménagé un truc dans ton lit. Non, la Fargue c'est différent. C'est un manifeste politique. Et de la paresse. Ouais. C'est pas la même chose. C'est le droit à la paresse. C'est l'abolition des machines et du travail. Exactement. Moi je dis pas qu'il faut plus travailler. Je dis qu'il faut par moment apprendre à ne rien faire. Alors moi je le fais dans certains contextes, dans le contexte d'une forêt. Je vais souvent dans les forêts, je vais à Fontainebleau, et donc là je me pose, parce qu'il y a des bancs, par-ci par-là, il y a un banc de ci de là, donc moi je les connais, donc je vais à un endroit qui me convient, je me pose, j'ai de quoi me restaurer, boire, lire et observer la forêt. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. T'es un contemplatif. Voilà, je suis un vrai contemplatif. T'as un petit côté Jean-Jacques Rousseau, quoi. Voilà, peut-être. Sauf que, voilà, oui, pourquoi pas. Mais donc, le bonheur, c'est ça, moi. C'est les moments où on arrive à plus rien faire. Et voire même à arrêter de penser. C'est très difficile de faire ça. Et donc, le bonheur, alors déjà, est-ce que tu distingues le bonheur de la joie? Est-ce que pour toi, c'est différent? Ah oui, c'est différent. En quoi c'est différent? La joie, c'est quelque chose qu'on partage avec d'autres. Moi, quand je vais dans la forêt, que je suis tout seul, je suis avec la nature, la végétation, et puis de temps en temps, je croise un bestiau. Et donc, quand moi j'ai titré ce podcast Le bonheur c'est les autres, je me trompe alors. Le bonheur c'est pas forcément les autres, ça peut être soi-même. Non, tu te trompes pas, ça peut être le bonheur, ça peut être aussi collectif. Moi, je l'ai trouvé différemment. Je le trouve différemment de plein d'autres. Moi, c'est pas forcément à être avec d'autres personnes, mais être seul dans une forêt. Enfin, ou dans un endroit où la nature est très présente. Oui, mais le fait de côtoyer, par exemple, Kessel et Gary, ça a été un bonheur à un moment donné. Ça a été une forme de bonheur, ouais. Ça a été aussi de la joie, beaucoup. Puis ça a été un partage. Ça a été un partage. Ça a été partager des moments très longs, des périodes. Et ni l'un ni l'autre ne t'incitait à écrire. D'ailleurs, je me suis souvent posé la question. Ni l'un ni l'autre ne t'ont incité à écrire? Non, à écrire, je me suis incité tout seul. C'est-à-dire que, sans vouloir imiter les amis que j'ai eus à une époque, non, je voulais essayer de faire quelque chose avec l'écriture. Mais j'y arrive que moyennement, parce que je sais pas faire grand-chose en écriture. Je sais lire un livre et l'analyser et en faire une chronique. Bon. Je pense que tu es un peu modeste. Il suffirait déjà de compiler tout ce que tu écris sur Facebook et ça pourrait donner un très 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 bon livre. Mais on m'a déjà dit ça, ouais. Les contes et légendes d'Hubert Bouckarat. Ouais, on m'a déjà dit ça, ouais. Mais je sais pas, donc c'est difficile de se concentrer, d'écrire quelque chose une fiction. Faut être doué pour ça. Il y a des gens, c'est des romanciers, c'est leur boulot. Ils savent le faire. Kessel n'était pas un romancier, c'était un conteur. Et un journaliste. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, dans l'œuvre de Kessel, il n'y a aucun vrai roman, aucun véritable roman fiction. Tout est tiré de quelque chose de vrai. Donc après, je ne veux pas non plus imiter ces gens-là, parce que ça ne donnerait pas grand-chose. Mais peut-être que quand je serai véritablement à la retraite, peut-être que je m'intéresserai un peu plus à cette histoire-là, à écrire autre chose que des chroniques littéraires. Si je te demande de me citer un souvenir heureux de ton enfance, tu me dirais quoi? Ça serait quoi le moment le plus heureux de ton enfance? Alors c'est difficile parce que j'ai eu, moi puis mes frères, ma sœur, on a eu une belle enfance, tout le temps. On a eu des parents formidables. Mais si moi en particulier... Un épisode qui t'a marqué, quelque chose de... Voilà, où tu t'es dit... Et tu te l'es peut-être dit après, a posteriori. Non, je me souviens d'une anecdote comme ça, pas grand-chose, mais bon, j'étais tout môme. Et on habitait rue des Tournelles. Et on allait souvent, avec ma mère ou mes parents, les deux, pourquoi pas, marcher dans le quartier. Et puis on allait vers Saint-Paul. Et là, à la sortie du métro, il y avait un manège. Et donc, je voulais absolument faire du manège. Et donc, mes parents me mettent sur le manège. Et j'ai fait tellement de tours que je me suis endormi dans l'endroit où j'étais, quoi. J'étais dans une voiture, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'ai fini par m'endormir. Mes parents m'ont laissé, puis ont continué
attendre, payer les tours. ouais, au moins attendre la fin du tour en cours. Eh ben, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a toujours un manège à Saint-Paul, à la sortie du métro Saint-Paul. Ah bah voilà, c'était peut-être le manège où j'allais quand j'étais môme. Voilà. Exactement. C'est sans doute plus Après, les mêmes propriétaires, mais- si les souvenirs d'enfance comme ça, qui sont marrants, parce que je me rendais pas compte à l'époque. On habitait rue des Tournelles, moi j'allais à l'école maternelle Place des Vosges, qui existe encore, qui est entre la synagogue et la maison de Victor Hugo. Il y a une école maternelle qui existe, encore là aujourd'hui. Et donc j'allais à cette école maternelle, et puis bon, j'arrivais, je rentrais seul de la Place des Vosges à rue des Tournelles, c'est pas loin quoi. Donc je rentrais seul, et devant l'entrée de l'immeuble où on habitait, c'était au 24 ou 24 bis rue des Tournelles, presque face à la grande synagogue, presque. Et là, à l'époque, quand j'étais môme, il y avait des prostituées sur le trottoir. Et des filles qui tapinaient. Et puis, quand j'arrivais devant l'entrée de l'immeuble où nous habitions, bah, j'avais le droit à un bisou, à chaque fois. Et moi, je comprenais pas je comprenais pas ce qu'elle faisait là. Moi, j'étais ravi du bisou, c'était très bien. Mais je comprenais pas ce qu'elle faisait là. Voilà. Puis comme je racontais ça à mes parents n'ont pas osé me dire ce qu'elle faisait. Ouais, pourquoi elles étaient là véritablement. Donc, c'est plus tard, en grandissant, en devenant adulte, que j'ai compris que j'avais le droit à un bisou de la part d'une ou deux prostituées. Alors on l'a dit ici, on est dans un temple du livre, il y a des livres de partout. Partout, encore une fois, où se pose le regard, on voit des livres. Des beaux livres, des vieux livres, toutes sortes de livres. Je ne vais pas te demander par rapport aux films, aux pièces de théâtre, etc., comme je demande à mes autres interlocuteurs, mais uniquement par rapport aux livres. Si tu devais me citer, ça va être très compliqué, mais un livre qui a changé ta vie définitivement, qui a été fondamental pour toi, qui t'a bouleversé. L'armée des ombres. L'armée des ombres de Kessel. De Kessel. Qui parle donc de la résistance. Ouais. Et pourquoi ? Parce que c'est plus qu'un livre, c'est des témoignages. C'est-à-dire que c'est pas de la fiction non plus là. Kessel, pour faire ce livre, sur la demande de De Gaulle, il avait fait ce livre. Il avait fait ce livre, comme lui faisait des missions de reconnaissance entre l'Angleterre et la France, pour alimenter les réseaux de résistance en nourriture, en armes, en médicaments, etc. Il recueillait les témoignages des résistants. Donc c'est du vrai de vrai ça, L'Armée des Ombres. C'est un livre qui est magnifiquement construit. Et qui marque. Bon, moi, historiquement, j'ai un faible pour la résistance. Puis cette période qui est un peu compliquée, un peu trouble. Donc, mais la résistance, les résistants, les compagnons de la libération, c'est mon truc. Voilà, c'est les gens que j'apprécie beaucoup. On rappellera au passage que Kessel, avec son neveu Druon, ont écrit Le Chant des Partisans. Ouais, en 1943, dans un pub dans la banlieue de Londres. Donc, l'Armée des Ombres, mais après, c'est vrai que c'est difficile. Pour un seul livre, c'est difficile. C'est compliqué, oui. Ouais, c'est difficile. Déjà, quand on me demande quel est mon livre préféré de Kessel, j'ai déjà du mal à répondre. Parce qu'il y en a plusieurs. Et chez Gary, alors ? Alors, Gary, il y a un livre qui m'a pas marqué, mais amusé. Parce que c'est réellement drôle. Alors, le titre, c'est La danse de Genghis Khan. Ouais. Voilà, c'est un livre remarquable. C'est un des derniers qu'il a écrit. Et qui effectivement est très drôle. C'est drôle. Beaucoup de fantaisie, on va dire. Beaucoup de fantaisie. Puis de l'humour très acerbe. Ouais. Ce qui n'est pas le cas au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, qui a été complètement effondré. Ouais, mais là, c'est pas pareil, parce que il parle de lui, puis de ses petits... De ses problèmes d'érection. Voilà, c'est ça. Ces problèmes d'érection. Mais mais c'est ça. Mais alors, le Viagra n'existait pas. T'imagines si si Gary avait connu le Viagra. Ah bah oui, bien sûr. Il n'aurait pas écrit au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Ouais, peut-être qu'il n'aurait pas évoqué ce truc à lui. Quoi. Et peut-être qu'il aurait jamais écrit. Il était tourmenté par la vieillesse et par la perte de la virilité. Bah ouais. Bon, après, c'est quelque chose qui arrive dans la vie un jour. Ça marche, puis un jour ça marche moins bien, puis un jour ça marche plus. Ouais. Ah, oui, c'est la vie, c'est ça. Vie. C'est la vieillesse aussi. Mais il avait peur de la vieillesse. Toutes les mécaniques ont une usure. Bah oui, mais il avait peur de vieillir. Dans un livre, c'est Dans la vie devant soi, il y a une phrase que j'adore parce qu'elle me correspond maintenant. Moi qui ai souvent froid, j'ai froid tout le temps. Et alors la phrase, elle dit comme ça, quand on se fait vieux, on se réveille chaque matin avec l'impression que le chauffage est éteint.
C'est dans La vie devant soi. Remarquable. Rosa. Ouais. Et donc, moi, maintenant, cette phrase, elle me correspond parce que j'ai froid tout le temps. De quoi ne voudrais-tu jamais te priver dans la vie, sous-entendu pour être heureux? Ah, 2 livres. Ouais, la réponse était assez logique. Ouais, 2 livres. Tu continues à lire beaucoup? Alors, je lis un peu moins qu'à une autre époque. Alors, comme je dis un peu moins, pour la majorité des gens, c'est beaucoup. Je lis entre 200 et 300 pages jour. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Mais je lis moins qu'à une autre époque, parce qu'à une autre époque, j'étais arrivé à faire à peu près 400 pages. 400 pages, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Ouais. Ça me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts aussi, parce qu'on se fatigue. On se fatigue à lire. Ouais. Puis, alors, maintenant, les raisons pour lesquelles je lis moins, c'est que maintenant, avec l'âge, parce que j'ai un âge un peu vénérable maintenant, et avec l'âge, j'ai besoin de lire avec la lumière du jour. La lumière artificielle me convient plus. Alors, tu as dit que tu n'aimais pas Annie Ernaux, mais est-ce que dans les auteurs contemporains, il y a des gens qui ont grâce à tes yeux? Ah, il y en a certains que j'ai connus, qui sont plus vivants, mais que j'ai connus, ouais. Non, mais vivants. Est-ce qu'il y a encore des auteurs aujourd'hui que... Ah non, parce que je les lis pas. Tu les lis pas? Non. Tu ne lis que des anciens? Pas que, mais les vivants, enfin ceux qui sont vraiment là aujourd'hui, je les connais pas. Je les connais pas parce que bon, d'abord je les connais pas eux, ce qui me donne pas très envie de les lire. J'ai besoin de connaître les gens pour les lire, pour les apprécier. Donc eux je les connais. Il y en a plein. S'il y en a un que j'ai connu un peu, dont on se voit plus, ça y est, c'est Patrick Besson, mais qui écrivait plutôt pas mal hein, d'ailleurs. Et Christophe Donner, que je connais aussi un peu. Voilà, donc qui a fait La France Goy notamment. Voilà, par exemple. Excellent. Mais en 2001, il avait fait un livre qui m'avait un peu amusé, qui s'appelle L'Emprise. C'était l'Empire ou l'Emprise, je sais plus, tiens. L'Empire de la morale ou l'Emprise de la morale, je sais plus. Chez Grasset, en 2001, puis dans ce livre, curieusement, il y a 10 pages sur moi. Ah oui. Ouais. Donc on m'avait prévenu, quelqu'un m'avait prévenu, je m'étais accordé un week-end au bord de la mer en Normandie. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit mais tu connais Christophe Donner toi? Bah, je dis oui, on se connaît, ouais. Elle dit pourquoi? Je dis pourquoi? Il dit parce que tu as lu son dernier livre? Ah ben non, je ne l'ai pas lu parce que je l'ai reçu et il est posé sur la table, je vais le lire. Et donc du coup tu t'es retrouvé dedans? Voilà, je me suis retrouvé, il y a une dizaine de pages où il parle de moi, en citant mon nom. Voilà, donc c'était marrant, j'ai trouvé ça marrant. Et en littérature internationale, il y a des écrivains qui ont grâce à tes yeux? Ah ouais, Borges. Borges. Ouais, Adolfo Bioy Casares. Ah, donc tu es branché à littérature sud-américaine ou... Beaucoup, ouais. Ou espagnole, mais enfin sud-américaine. Sud-américaine, ouais. Sud-américaine, j'aime bien, mais j'aime bien Borges parce que à mon sens, c'est un des 5 plus grands du XXe siècle. Je pense. D'accord. Que c'est un des 5 plus grands. Bon, qui n'a pas été bien vu, hein, mais bon. Voilà. Qui espérait le Nobel qu'il n'a jamais eu. Il n'a pas été bien vu, je sais pas si ça peut être un jeu de mots, il était aveugle alors. Oui, sur la fin, il était aveugle, mais il était mal vu parce qu'il avait serré la main à Pinochet. Il y a beaucoup qui sont mal vus. Mais... Ouais. Bon, voilà. Et puis bon, il est classé plutôt à droite. Donc, ça plaît pas à la bien-pensance, évidemment. Voilà. Donc, mais Borges, moi, je pense sincèrement que c'est un des 5 plus grands du XXe siècle. Donc Bioy Casares parce qu'il écrit merveilleusement bien, puis plein d'autres, enfin il y en a d'autres, je n'ai pas forcément les noms comme ça qui me viennent. Et dans les classiques, Cervantes, t'as aimé? Ouais, si, c'est bien sûr, c'est un peu long à lire, c'est un peu long. Mais dans les classiques, on a ce qu'il faut en France, hein. On a Balzac, on a Chateaubriand, Stendhal, Victor Hugo, Lamartine. Bon, on a ce qu'il faut, on a quand même le plus grand sérail d'écrivains au monde. On est bien fourni quand même, non? Donc après les étrangers, oui, après il y en a certains, j'ai beaucoup aimé lire Hemingway, Steinbeck, Faulkner un peu moins, parce que j'ai trouvé ça abscon, un peu compliqué. Mais voilà, mais si, Gabriel Garcia Marquez, pas que pour son livre le plus connu, pour d'autres aussi. Pas que pour 100 ans de solitude. Non, c'est ça. 100 ans de solitude, bon, c'est son grand succès. Mais il y en a un autre qui est vachement bien, c'est Chronique d'une mort annoncée.
Tu as donné un film Il y a eu un film. avec Ornella Muti. Ouais, et le fils Delon. Ouais. Ouais. Mais c'était pas mal d'ailleurs. Mais le livre est très très bien, vraiment très bien. Ouais. Voilà. Après, moi, il y a aujourd'hui les auteurs qui me fascinent le plus, c'est Pérec et Queneau. Les Oulipiens. Ouais. Ouais. Qui jouaient avec les mots. Ouais, qui se donnaient des contraintes d'écriture. Pérec, j'écris sur lui depuis un moment maintenant. Ouais, j'écris beaucoup sur lui. Quel rapport tu as? Alors tu l'as dit que tu étais de religion juive, mais bon, ça m'intéresse pas de savoir si tu es pratiquant ou non, chacun est libre par rapport à ça. Mais quel est ton rapport avec la spiritualité et, j'ai envie de dire, avec l'au-delà, avec la fin annoncée? Est-ce que tu as un rapport particulier avec ça ou pas du tout? Non, rien. Parce que j'y crois pas. D'accord. Tu penses pas qu'il y a un au-delà, Non. qu'il y a un monde meilleur derrière? Non. D'accord. Non, c'est impossible. D'accord. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il n'y a rien qui le prouve. Il n'y a rien qui prouve ça. Ouais. Donc si le jour où ça va m'arriver, où je vais passer de l'autre côté, si je me retrouve dans un endroit formidable, féerique, c'est que ça existe. Mais non. Et t'as jamais eu aucun signe venant de... Sans trahir un secret, tu as perdu ta maman il n'y a pas très longtemps. Ouais. T'as eu aucune impression, aucun signe qu'elle te faisait depuis l'au-delà? Non. 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 Mais moi-même, j'ai eu un vécu particulier parce que un jour ici, là, dans la librairie, je sors pour prendre l'air. C'était un mois de février 2023. Et subitement, je me suis écroulé raide mort sur le trottoir. Donc. Oui, tu es un survivant. Oui, non, mais c'est surtout que je n'ai aucun souvenir de ce moment-là. Ouais. Rien, on me demande, mais t'as vu quoi de l'autre côté? Rien, noir, total. Et quand on te dit qu'il y a des dizaines de témoignages de gens qui disent, eux, qu'ils ont vu quelque chose? Bah, ils ont vu, tant mieux, tant mieux. Donc tu penses que c'est pas ouvert, c'est peut-être pas ouvert à tout le monde, hein, en fait. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais moi, quand ça m'est arrivé... Toi, ça a été trop noir. C'était noir total. J'ai fait ils appellent ça crise cardiaque massive. Donc au même moment, en tombant, je me suis fracturé la hanche, le col du fémur, ça c'est accessoire. Ouais. Voilà. Mais soir. Non, enfin c'était parce que je suis tombé. Ouais. Si j'avais fait la crise cardiaque assis sur mon fauteuil, j'aurais pas eu les fractures. Bon, voilà. Mais voilà, mais j'ai fait cette crise cardiaque là, mais j'ai aucun souvenir. Rien. Pas la moindre lueur. Rien du tout. Tu es un amoureux de la littérature, tu es aussi un amoureux des mots, tu viens de le dire en précisant que tu aimais Pérec et Raymond Queneau. Tu aimes les mots. Si je te demande quel est ton mot de la langue française préféré, ou le mot auquel tu penses là instantanément, à l'instant où on se parle là. Ah non, le mot qui m'amuse le plus, on va dire, ouais. C'est ressasser. Ressasser. Ouais. Alors explique-nous pourquoi. Parce que c'est le plus grand palindrome de la langue française. Effectivement. Alors pour les gens qui ne sauraient pas, bon il n'y en a pas beaucoup, mais qui ne sauraient pas ce qu'est un palindrome, c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens, comme le mot kayak par exemple. Par exemple, ouais. Mais ressasser, effectivement, c'est le plus long mot, tu dis, de la langue française. En langue française, c'est le mot le plus long. Ouais. C'est le plus grand palindrome. Mais c'est un verbe. C'est un verbe. Ouais. Mais on peut le lire dans les deux sens, effectivement. Voilà, ressasser, c'est le plus grand mot, le plus grand palindrome de la langue française. Et est-ce que tu as l'impression que tu ressasses souvent? Alors, je pense que beaucoup ressassent. Moi, je ressasse beaucoup quand j'ai pas de clients. Ouais. Comme en ce moment, depuis quelques jours, il n'y a pas de clients, il n'y a personne qui passe. Non, puis moi je vois sur les réseaux sociaux, tu ressasses, mais avec avec une espèce de franchise débordante. C'est-à-dire que tu t'en fous complètement de savoir ce qu'on pense de ce que tu écris, et tu dis les trucs frontalement, des fois même avec un peu de violence. Bah, c'est un peu la raison d'être des réseaux sociaux. Ouais. C'est un peu un gueuloir. Bah, c'est un peu, oui, c'est un exutoire. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est un exutoire. Alors, on n'est pas obligé d'insulter les gens non plus. Non. Voilà, moi je le fais pas. Ouais. Bon. Si, les fistes, tu les insultes. Oui, les fistes, mais ça c'est différent. On est en guerre quand même. Ouais. On est en guerre. Ouais. Mais voilà, mais non, mais oui, c'est un exutoire. Ça permet de dire des choses. Soulager. De dire des choses importantes ou pas. Ou des fois simplement parce qu'on a envie de rire, de dire quelque chose, supposer que ça va faire rire les autres.
Justement, nouvelle question, est-ce qu'on pourrait penser en te lisant sur les réseaux sociaux que tu as des convictions bien trempées, mais est-ce que tu doutes souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que tu doutes plutôt de toi ou plutôt des autres? Ah, des autres? Tu doutes des autres? Ouais. De toi, tu... Pas de... Non, moi je sais pas, je me rends pas compte comme ça. Mais, on peut avoir des doutes sur soi-même, évidemment. Hein. Ouais. On n'est pas infaillible. Et alors pourquoi tu doutes des deux autres? T'as une espèce de... Parce que la plupart des autres sont pas fiables. Tu pars de ce postulat-là, que, Ouais. que les gens sont pas fiables. Beaucoup, pas tous, pas tout le monde, hein. Ouais, Beaucoup. beaucoup. Des gens on pense être très proche de certaines personnes, Ouais, on pense qu'on est vraiment potes, ouais. et le jour où on arrête de téléphoner, bah, Ouais. c'est fini. T'es plus là. Moi j'ai fait l'expérience là, je l'ai fait en ce moment, Ouais, et ben je le remarque. ouais. Les gens à qui je téléphonais de façon régulière, et mais pire encore, c'est que ces mêmes personnes ne répondent pas au téléphone, rarement. Ah oui. C'est-à-dire que si le téléphone, voilà, si Ça le téléphone sonne, je sais pas, on va dire, je sais pas combien de temps de sonnerie, 5-6 sonneries, et que ça bascule en messagerie, on considère que c'est un appel manqué. C'est comme ça que c'est indiqué. Hein. Mais si ça sonne une fois ou deux, et paf, ça tombe en messagerie, c'est que la personne a rejeté l'appel. C'est évident. Voilà. Donc c'est des gens qui n'ont pas envie de te parler. Et donc tu as eu beaucoup de déceptions comme ça dans la vie. Ouais, j'en ai eu, ouais. C'est quoi des gens qui ont eu besoin de moi. Alors je précise dans l'enregistrement que les petits frottements que vous entendez, c'est notre ami Boukara qui frotte son bonnet parce qu'il a froid. Et non, des gens qui ont eu besoin de moi à une époque. Ouais. Moi je suis présent, je suis open tout le temps. Hein. Ouais. Moi je veux bien rendre service. Hein. Ouais. Et puis un jour ils n'ont plus besoin de toi, ben ils t'appellent plus. Ouais. C'est fini. Mais ils t'appellent, et quand t'appelles, ils te répondent pas. Ou rarement. Ouais. On peut dire qu'ils vont peut-être rappeler plus tard. Tiens, salut, j'ai eu ton appel, mais j'étais occupé. Mais non, même pas. Donc j'arrête d'appeler. Et voilà, c'est fini. C'est-à-dire que c'est des gens, je m'en éloigne de plus en plus. C'est terminé. Et du coup, tu rentres dans une phase d'isolement, en fait, parce que... Non, parce que je connais beaucoup de monde. Quand même. Ouais, je connais beaucoup de monde. Ouais. D'accord. Donc après, il y a les autres. Les autres, ils sont là, présents tout le temps. Présents. Même si on ne se voit pas tous les 4 matins, ils sont présents tout le temps. Voilà. Il y a ceux qui sont fiables et les autres. Est-ce qu'il y a un défaut de tes contemporains pour lequel tu te dis oui, bon, ok, mais c'est pas grave en fait. Tu vois? Ouais, la connerie. La connerie. Et t'as l'impression qu'elle est très 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 présente? Ah ouais. Elle est partout. Ouais. Et tu as l'impression qu'elle est plus grave aujourd'hui qu'il y a 30 ans en arrière? Bah, on vit une période très étrange quand même. Avec toutes ces histoires de woke, on vit une période très étrange. Philippe Muret le disait déjà en son temps, avant qu'on parle de woke. Il parlait déjà d'une génération qui était vouée à l'intolérance. T'aimes beaucoup Philippe Muret? Tu trouves qu'il a écrit des choses importantes? Ouais. Alors, il y a un livre qu'il faut lire absolument, c'est un gros livre quand même. Hein. C'est vraiment une enclume. Hein. C'est l'Empire du bien. Il a déjà tout dit, quoi. C'est l'anti-bien-pensance avant l'heure. Ah ouais, c'est l'anti-bien-pensance avant l'heure. Il a tout compris avant tout le monde. C'est un type formidable. Enfin, c'était un type formidable quand même. Mais c'est encore une fois étonnant, tu dis que tu viens de la gauche, mais effectivement, toutes tes références sont plutôt marquées à droite. Bah, les écrivains de gauche, c'est souvent pas terrible, quoi. Sartre, moi, il m'indispose. Hein. Ah, mais était-il vraiment un écrivain? Oui, c'est un penseur. Il a écrit des livres, quand même. Oui, il a écrit des livres. Ouais. Mais vraiment, ses livres, et notamment ses romans, sont pas très bons, quoi. Non, puis même... à la limite, si tu vises dans des... Sa pensée était pas bonne. Tu vises chez des auteurs de gauche, même les romans d'Aragon étaient quand même de qualité par rapport à ceux de Sartre. Alors oui, Aragon, c'était... son écriture était de qualité, même si c'était un sale type. Ouais. C'est un sale type. Ouais. Pas un stalinien, quoi, jusqu'au bout des ongles. Ouais. Mais il écrivait bien. Mais il y en avait beaucoup des staliniens à l'époque. Il y en avait beaucoup. Alors ils n'étaient pas tous... Breton, j'aime pas du tout. Je trouve ce type inutile. Il a pas... Qu'est-ce qu'il a fait de bien, vraiment,
Il y a un livre qui est à peu près bien, c'est Nadja. Et le reste, on s'en fiche, quoi. C'est pas intéressant. En fait, il avait le rôle d'un despote au sein du mouvement surréaliste. Et donc, le défaut pour lequel tu as le plus d'indulgence, parce que c'est celui qui est le plus présent dans la société, c'est la connerie. Ouais. Et celui pour lequel tu as le moins d'indulgence. Ah oui, alors, il y en a au moins deux. C'est l'alcool et la drogue. D'accord. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Ben, c'est deux produits différents. Ouais. C'est deux substances différentes. Pourquoi? Parce qu'elles ont emporté des gens que tu aimais? Non, c'est surtout parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Et ceux qui le font et qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas leur dose, bah non, j'ai pas d'indulgence à avoir. On n'est pas obligé de le faire. L'alcool, on n'est pas obligé d'en boire. Moi, j'en bois tellement peu que ça compte pas. Enfin, ça compte toujours. Mais c'est tellement peu. Je veux dire que c'est un peu de vin tous les 3-4 semaines, quoi. Voilà. Mais après, les gens qui sont imbibés avec l'alcool, j'en ai connu. Hein. J'en ai connu beaucoup. Un blondin, il débourrait jamais. Hein. Ah oui. Ouais. Il était alcoolisé en continu. Hein. Il débourrait pas. Hein. Il était jamais. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu une fois à jeun. C'est-à-dire avec une pensée de quelqu'un qui n'a pas encore bu, quoi. Donc blondin, il était alcoolisé en continu. Il buvait pas trop. Il buvait, mais comme il était vite bourré, ça s'arrêtait. Boudard était plus costaud quand même, alors il cisait gravement quand même. Kessel, lui, il carburait à la vodka. Alors tous les gens que j'ai connus, sauf un, tous les gens que j'ai connus picolaient gravement. Sauf un seul, c'est Romain Gary, qui lui buvait que de l'eau. Enfin, ou des boissons non alcoolisées. Voilà. Il ne buvait pas d'alcool. Qui ne se droguait pas. Et il ne se droguait pas. Ouais. Et il serait très triste de voir ce qui se passe en ce moment à Los Angeles. Ouais, bien sûr. C'est triste. Moi, je pense que c'est surtout triste pour les animaux. Ah bon? Ouais. C'est les animaux qui meurent dans cet incendie gigantesque. Ils meurent de la folie des gens, des hommes, des humains. Est-ce que tu considères que dans la vie, tu es quelqu'un... Moi, j'ai mon avis, mais c'est un avis de l'extérieur. Donc, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'optimiste ou quelqu'un de pessimiste? Ah non, plutôt optimiste. Ah, tu te sens optimiste? Ouais, plutôt, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui te rendrait plutôt optimiste pour l'avenir? Parce qu'on vient de dire que la folie des hommes, elle crée quelque part une instabilité, elle crée la mort des animaux, mais aussi elle crée des constructions humaines qui partent en flammes, et elle crée, le bordel, en fait. Ce qui se passe en Californie, ils l'ont cherché. Ouais. Ils l'ont cherché, donc ils font rien pour avoir des équipements pompiers. Les bornes à eau sont peintes en multicolore, arc-en-ciel façon LGBT, machin chose. Ouais. Y a plus d'eau là-dedans, c'est fini, ça donne plus d'eau, ça fournit pas de l'eau. Donc ils sont contre le principe des bassines pour avoir des réserves d'eau au cas où. Ils veulent vivre dans la forêt sans débroussailler. Ah bah ça allait à la catastrophe tôt ou tard. Hein. Ils y sont. Mais au-delà de Los Angeles, qu'est-ce qui te rendrait optimiste pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui va me rendre encore plus optimiste que je sais pas quoi d'ailleurs, que là, par exemple, c'est le jour où j'obtiens ma retraite et j'arrête tout. Ouais. Et j'arrête tout. C'est-à-dire, je me consacre à... Tu t'accordes un droit à l'égoïsme. Ah ouais. C'est plus rien faire, plus travailler, plus de boutique. Les livres partent avec moi, évidemment. Mais c'est surtout ne plus rien faire. C'est l'oisiveté, vraiment. Alors j'ai quand même l'oisiveté, pas à 100%, parce que j'ai des activités qui me passionnent. C'est peindre et écrire. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Peindre, ça me détend. Donc je les montre souvent sur les réseaux sociaux, mes peintures. Donc les gens ont l'air d'apprécier. Ou alors ils font semblant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais après, bon, peindre, moi, ça me détend.
Bah écoute, on te souhaite plein de tableaux, on te Ouais. souhaite Puis après- plein de pages d'écriture. et puis écrire, se mettre à Ouais, écrire autre ouais. chose que des chroniques, Ouais, peut-être. bah oui. Voilà, pourquoi pas. Bah ouais. Ouais. Tu fais déjà des conférences, on l'a pas dit, mais tu fais déjà des conférences. T'en as fait une à la Sorbonne qui était apparemment très réussie. Alors, Sorbonne, ouais, ça m'a beaucoup épuisé. Hmm. Parce que j'ai parlé pendant 2h20. Bah c'est beau. C'est beaucoup. Bah oui. Ouais, c'était beaucoup. Presque sans notes. Ouais, sans note, ouais. Ouais. En fait, j'avais fait une page que Mm. j'ai imprimée avec une espèce de table des matières. Ouais. Des Et t'as sujets- suivi ton fil. mais que j'ai même pas regardé, Ouais. ce truc. C'est parti comme ça d'un bloc. C'est parti, je me suis mis à parler de la relation avec Kessel, Mm. entre autres, Mm. la relation avec les autres. Et puis, je n'avais qu'à raconter une partie des épisodes de ma vie. Mm. Et puis ça rejoint ce que Kessel disait à propos d'écrire, de faire des livres. Il disait, c'est facile d'écrire, je n'ai qu'à puiser dans mes souvenirs. Moi, j'ai fait pareil. Mais sauf que moi, je le raconte, là, au cours de cette conférence, j'ai raconté, ça devait durer de 20h à 21h30, et ça s'est terminé à presque 22h30. Tu n'en es pas là, Dieu merci, tu l'as dit tout à l'heure, tu as survécu à quelque chose qui aurait pu t'emporter, mais Dieu merci, tu es là. Mais le jour où tu vas partir, t'aimerais qu'on retienne quoi de toi? Qu'on dise à Hubert Boukhara, c'était quoi? Un type bien? Type bien, je sais pas, hein. Je suis Ah. pas sûr. Hein. T'es pas sûr de toi? T'es pas sûr de ça? Je suis pas sûr que je sois un type bien. Enfin, T'aurais mis quoi? Tu mettrais quoi comme épitaphe sur ta... Moi j'adore l'épitaphe Ah. de Francis Blanche qui avait mis Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça. bah, moi, je mettrais enfin propriétaire. En nue propriété. Ouais. Merci Non, Hubert Boukhara. Bah, merci. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Et à bientôt. Bah, à bientôt.